17 octobre 2026, 6h23 du matin. Station marégraphique de Government Cut, Miami. Dans la salle de surveillance encore plongée dans la lumière bleue des écrans, un technicien de nuit fixe un chiffre qui ne devrait pas exister. Le niveau de la marée indique déjà 2,1 pieds au-dessus du seuil de King Tide prévu pour la journée. Le soleil ne s'est même pas levé. À cet instant précis, quelque chose devient évident dans les données. L'océan est en avance. Et la ville est déjà en retard. À 6h24, le système le plus coûteux jamais construit pour empêcher une ville américaine d'inonder passe en mode automatique. 80 stations de pompage réparties sur Miami Beach s'activent presque simultanément. Des turbines industrielles de plusieurs tonnes accélèrent jusqu'à leur régime maximal. Des conduites d'acier de plus d'1 mètre de diamètre aspirent l'eau des rues pour la renvoyer vers la baie de Biscayne. C'est un système de 500 millions de dollars conçu pour repousser la mer. Chaque pompe, chaque capteur, chaque vanne fonctionne exactement comme les ingénieurs l'avaient prévu. Et pourtant, à 6h52, les premières alertes arrivent. Capteur d'eau salée sur Alton Road. Débordement sur Meridian Avenue. Les flux entrants dépassent déjà la capacité de drainage prévue pour une marée exceptionnelle. Les pompes tournent à pleine puissance, mais les chiffres continuent de grimper. En ce moment même, alors que les hôtels de South Beach servent les premiers cafés à 800 $ la nuit, l'eau salée commence à traverser les intersections. Sur Ocean Drive, les trottoirs deviennent des miroirs liquides. Les Lamborghini garés devant les hôtels de luxe ont déjà de l'eau jusqu'aux poignées de porte. Des touristes filment la scène depuis leur balcon du 2e étage, pensant assister à une curiosité locale. Une marée haute spectaculaire, un phénomène rare. Mais ce que les scientifiques ont trouvé dans les données de la semaine dernière change tout. Car la mer qui envahit Miami Beach ne se contente pas de passer au-dessus des digues. Elle remonte par en dessous. Lentement, silencieusement. À travers la roche. Miami Beach repose sur une formation géologique appelée le calcaire de Biscayne. Une pierre poreuse vieille de plus de 120 000 ans, formée lorsque la Floride était un récif corallien submergé. Ce calcaire n'est pas une barrière solide. C'est une éponge géante, traversée de fissures microscopiques et de conduits creusés par l'eau au fil des millénaires. Et quand l'océan monte, l'eau ne s'arrête pas au bord de la côte. Elle pénètre dans cette roche. Elle circule sous la ville. Elle remonte par pression hydrostatique, par les parkings, par les fissures des fondations, par les grilles d'égout. À 7h15, Alton Road disparaît sous une nappe d'eau salée qui progresse plus vite que les pompes ne peuvent l'évacuer. 20 minutes plus tard, Collins Avenue suit. Puis Lincoln Road, les quartiers hôteliers commencent à signaler des infiltrations dans les parkings souterrains. À 7h47, la station de pompage P32 atteint son débit maximal, 16 000 gallons par minute. Elle ne suffit déjà plus. À ce moment précis, la question que personne à la mairie ne veut formuler commence à se poser dans les esprits des ingénieurs. Miami Beach a-t-elle dépensé 500 millions de dollars pour sauver une ville, ou simplement pour retarder le moment où elle devra être abandonnée? 7h15, les premières rues disparaissent sous l'eau. À ce moment précis, les écrans du centre de gestion hydraulique de Miami Beach commencent à afficher une anomalie qui n'apparaissait dans aucun des scénarios de simulation réalisés 10 ans plus tôt. Les pompes fonctionnent. Toutes. Les 80 stations installées entre 2017 et 2025 tournent à leur régime maximal. Mais les capteurs de pression installés dans le sol signalent quelque chose d'inattendu. La montée d'eau ne provient pas uniquement des canalisations de surface. Elle vient aussi du sous-sol. Pour comprendre ce qui se passe ce matin-là, il faut revenir 10 ans en arrière. En 2015, Miami Beach devient un symbole mondial du phénomène appelé Sunny Day Flooding. Des images de voitures flottant dans les rues circulent sur toutes les chaînes de télévision. Le problème n'est pas une tempête. Ce n'est pas un ouragan. C'est simplement la marée haute combinée à l'élévation progressive du niveau de l'océan Atlantique. La réponse politique est rapide et spectaculaire. La ville lance le programme de résilience côtière le plus ambitieux jamais entrepris aux États-Unis. Budget initial, 500 millions de dollars. Objectif, empêcher définitivement les marées de pénétrer dans la ville. Le projet repose sur 3 éléments principaux.
Premièrement, la construction de 80 stations de pompage capables d'expulser jusqu'à 1,2 milliard de gallons d'eau par jour. Deuxièmement, l'élévation physique de certaines routes critiques, notamment Alton Road et West Avenue, parfois de plus de 60 cm au-dessus du niveau précédent. Troisièmement, le renforcement des digues urbaines le long de la baie de Biscayne. Sur le papier, les calculs sont solides. Les ingénieurs utilisent les projections de niveau marin disponibles à l'époque. Le système est dimensionné pour gérer des marées atteignant 70 cm au-dessus du niveau moyen, combiné à des précipitations extrêmes de 75 mm par heure. Des marges de sécurité sont ajoutées. Les modèles informatiques indiquent que le système devrait rester efficace jusqu'au début des années 2030. Mais dans les années qui suivent, les données océanographiques commencent à diverger des projections. Les stations du réseau NOAA installées le long de la côte floridienne enregistrent une accélération du phénomène. Entre 1993 et 2015, l'élévation moyenne du niveau marin dans la région était d'environ 2,8 mm par an. À partir de 2016, ce rythme augmente progressivement. En 2024, certaines stations enregistrent déjà plus de 4 mm par an. Cela peut sembler insignifiant, 4 mm, l'épaisseur d'une pièce de monnaie. Mais multiplié par une décennie et combiné aux marées saisonnières, cela change complètement l'équation hydraulique. Car le système de pompage de Miami Beach a été conçu pour gérer un volume d'eau entrant par la surface. Des pluies, des ruissellements, des débordements de marée. Il n'a jamais été conçu pour gérer un phénomène beaucoup plus difficile à contrôler, la remontée d'eau souterraine. Sous Miami Beach s'étend l'aquifère de Biscayne, l'un des systèmes d'eau souterraine les plus perméables du continent nord-américain. Cette formation géologique est composée de calcaire poreux, percé de cavités microscopiques et de conduits naturels formés par dissolution chimique sur des dizaines de milliers d'années. Lorsque le niveau de l'océan augmente, la pression hydraulique augmente également dans cet aquifère. L'eau salée s'infiltre dans la roche et progresse sous la ville. Les pompes peuvent évacuer l'eau des rues. Elles ne peuvent rien faire contre l'eau qui remonte directement à travers le sol. À 8h03, les capteurs installés sous Sunset Harbor signalent une hausse anormale de pression dans les nappes phréatiques. Les ingénieurs observent sur leurs écrans un phénomène qu'ils redoutaient depuis des années. Un gradient hydraulique inversé. L'eau de mer pousse littéralement vers le haut. À 8h27, les parkings souterrains de 3 hôtels sur Collins Avenue signalent une intrusion d'eau par les drains de fondation. Aucun ruissellement extérieur n'est visible à l'entrée des bâtiments. L'eau arrive par le dessous. À 9h12, la station de pompage P14 fonctionne à 102% de sa capacité nominale. Les ingénieurs réduisent légèrement la pression pour éviter une surchauffe des turbines. Mais les chiffres qui arrivent des capteurs de marée sont encore plus inquiétants. Le niveau enregistré à Government Cut atteint 2,4 pieds au-dessus de la moyenne saisonnière. Autrement dit, la mer dépasse déjà le seuil maximal pour lequel le système avait été conçu. À 9h47, devant les caméras installées devant le centre d'opération d'urgence, la porte-parole de la ville prononce une phrase soigneusement choisie. Le système fonctionne conformément à ses paramètres de conception. L'événement actuel dépasse ces paramètres. Dans le langage technique, cette phrase signifie quelque chose de très simple. Le système ne dysfonctionne pas. C'est la réalité physique qui a changé. 10h32. Le pic de marée commence enfin à ralentir. Les stations de pompage continuent de tourner à pleine puissance, mais pour la première fois depuis l'aube, les capteurs indiquent une stabilisation progressive du niveau d'eau dans certaines rues. Pourtant, dans les laboratoires et les centres d'analyse côtière, ce qui vient de se produire à Miami Beach ne ressemble pas à un incident isolé. Pour de nombreux géologues, cela ressemble à une répétition générale. L'histoire de Miami Beach ne commence pas avec des hôtels art déco et des voitures de luxe. Elle commence dans un océan tropical il y a environ 125 000 ans, durant l'interglaciaire appelé stade isotopique marin 5e. À cette époque, les températures globales étaient légèrement plus élevées qu'aujourd'hui, et le niveau de la mer était entre 6 et 9 mètres plus haut qu'actuellement. La Floride n'était alors qu'une série de récifs coralliens émergents et de plateaux calcaires. Le sol sur lequel Miami Beach est construite est littéralement un ancien récif fossile. Ce calcaire récifal possède une caractéristique qui fascine les hydrogéologues depuis des décennies, sa perméabilité extrême.
Des études menées par l'US Geological Survey montrent que certaines couches du calcaire de Biscayne possèdent une conductivité hydraulique comparable à celle du gravier non compacté. Autrement dit, l'eau peut y circuler presque librement. C'est la raison pour laquelle les aquifères de Floride sont si abondants, mais c'est aussi la raison pour laquelle ils deviennent dangereux lorsque le niveau marin commence à augmenter. Les archives géologiques montrent que ce phénomène n'est pas nouveau. Il y a environ 3000 ans, lorsque la mer a progressivement atteint son niveau moderne après la dernière glaciation, de vastes portions du sud de la Floride ont connu des cycles répétés d'inondations souterraines. Des carottes sédimentaires extraites dans les Everglades montrent des couches alternées de dépôts marins et d'eau douce, preuve que la ligne côtière oscillait et que l'eau salée pénétrait régulièrement sous les terres. Les villes n'existaient pas encore à cette époque. Les marées absorbaient l'eau et les mangroves se déplaçaient avec la côte. Aujourd'hui, ces mêmes processus géologiques se déroulent sous une métropole de plusieurs centaines de milliards de dollars. Les parallèles historiques deviennent encore plus frappants lorsque les scientifiques examinent d'autres régions du monde construites sur des formations calcaires similaires. À Venise, les ingénieurs ont construit le système MOSE pour empêcher l'Adriatique d'envahir la lagune. Des barrières mobiles géantes capables de se lever lorsque les marées deviennent trop fortes. Mais même là, les hydrologues italiens observent un phénomène comparable. L'eau salée qui s'infiltre sous les fondations à travers les sédiments poreux. À Jakarta, en Indonésie, une ville de plus de 10 millions d'habitants s'enfonce dans un delta alluvial saturé d'eau. Les digues sont constamment relevées, mais la subsidence du sol et la pression de l'eau souterraine continuent d'aggraver les inondations. Et aux Pays-Bas, où certaines terres se trouvent plusieurs mètres sous le niveau de la mer, les ingénieurs savent depuis longtemps qu'une digue n'est efficace que si le sol sous-jacent est relativement imperméable. Miami Beach ne possède pas ce luxe géologique. En 2018, une étude menée par l'Université de Miami et l'USGS avait déjà averti que les digues traditionnelles seraient inefficaces dans cette région. L'eau, expliquaient les chercheurs, ne contournerait pas simplement les barrières, elle passerait en dessous. Le géologue côtier Harold Wanless résumait le problème lors d'une conférence scientifique. Construire une digue à Miami Beach revient à essayer de retenir l'océan avec un mur posé sur une éponge. Mais la dimension la plus inquiétante de cette situation apparaît lorsque l'on compare les données historiques de niveau marin. Durant tout le XXe siècle, l'élévation globale du niveau de la mer était d'environ 1,7 mm par an. Depuis les années 1990, ce rythme s'est accéléré. Les satellites altimétriques enregistrent aujourd'hui une moyenne mondiale proche de 3,4 mm par an. Dans le sud-est des États-Unis, certains points enregistrent des valeurs encore plus élevées. Les marées graves de Key West et de Virginia Key indiquent désormais une tendance approchant 4 mm par an. Cette accélération est liée à plusieurs mécanismes. La dilatation thermique des océans qui se réchauffent, la fonte des glaciers de montagne et l'accélération de la perte de masse des calottes polaires du Groenland et de l'Antarctique. Ces chiffres peuvent sembler abstraits, mais les géologues savent que les systèmes côtiers réagissent de manière non linéaire. Pendant longtemps, les infrastructures fonctionnent, les digues suffisent, les pompes compensent. Puis arrive un moment où quelques centimètres supplémentaires suffisent à faire basculer l'équilibre hydraulique. Dans les carottes géologiques, ce moment se traduit par un changement brutal de sédiments, une transition nette entre terre ferme et environnement marin. À Miami Beach, ce matin d'octobre, les scientifiques commencent à se demander si la ville vient d'atteindre exactement ce point de bascule. 7h45. Dans un restaurant encore fermé d'Ocean Drive, Manuel Torres entend le premier bruit inhabituel avant même de voir l'eau. Un gargouillement dans les drains du sol de la cuisine. Un son court, irrégulier, comme si les tuyaux respiraient. Puis l'eau apparaît. Pas par la porte, pas par les fenêtres. Elle remonte directement par les évacuations de sol. En moins de 10 minutes, une fine pellicule d'eau salée recouvre le carrelage de la cuisine. Manuel regarde le niveau monter autour des pieds des frigos industriels. Il connaît déjà ce scénario. C'est la 3e fois cette année. La première chose que j'ai regardée, c'était les prises électriques, racontera-t-il plus tard dans une interview radio locale. Quand l'eau atteint les prises, tout est fini. À 8h12, l'eau atteint déjà 6 cm. Manuel et ses 2 employés commencent à déplacer ce qu'ils peuvent. Les fours, les cartons d'ingrédients, les sacs de riz. Mais les équipements lourds, les congélateurs, les machines à glace, restent au sol.
Chaque minute perdue représente des milliers de dollars. À quelques rues de là, sur Sunset Harbor, Carmen Reyes se tient dans son salon. L'eau arrive par les fissures du carrelage près du mur nord. Elle ne vient pas de la rue. Le trottoir devant sa maison est encore sec. Elle vient du sol. Carmen vit dans cette maison depuis 22 ans. Elle y a élevé 3 enfants. Elle a traversé 4 ouragans majeurs. Andrew, Irma, Michael, Nicole. Mais jamais l'eau n'était entrée de cette manière. Les ouragans, au moins, on les voit arriver, expliquera-t-elle plus tard à un journaliste local. Celui-ci arrive par le plancher. À 9h03, le niveau atteint 8 cm dans son salon. Les plaintes commencent déjà à gonfler sous l'effet du sel. Carmen sort son téléphone et prend des photos pour l'assurance. Mais elle sait déjà ce que la réponse sera. 3 mois plus tôt, sa dernière réclamation avait été refusée. Le rapport d'expertise mentionnait une phrase précise. Groundwater intrusion excluded from coverage. Infiltration d'eau souterraine. Non couverte par le contrat. Dans les bureaux du département de santé du comté de Miami-Dade, un autre type de données est étudié. Depuis 3 ans, les services médicaux observent une augmentation spectaculaire d'un phénomène inattendu, l'anxiété climatique chez les enfants. Les statistiques sont frappantes. Les consultations psychiatriques pédiatriques dans les zones côtières ont augmenté de 280% en 3 ans. Des enfants qui vivent dans les quartiers les plus touchés développent une peur constante que leur maison disparaisse sous l'eau pendant la nuit. Un psychologue scolaire de Miami Beach décrit une situation devenue fréquente. Certains enfants refusent de dormir au rez-de-chaussée. Ils demandent à leurs parents si la maison va couler. Pendant ce temps, à quelques centaines de mètres, la scène ressemble presque à un spectacle. Sur Ocean Drive, des touristes filment les voitures immobilisées dans l'eau. Des vidéos apparaissent déjà sur les réseaux sociaux. Les hashtags se multiplient. Hashtag King Tide, hashtag Miami Flood, hashtag Climate Reality. Pour beaucoup de visiteurs, c'est une curiosité. Pour les habitants, c'est l'érosion lente de toute une vie. Dans un garage de South Beach, un employé de voiturier regarde l'eau atteindre les pneus d'une Lamborghini Huracan orange. Le véhicule vaut plus de 250 000 $. Le moteur est à quelques centimètres seulement du niveau de l'eau. On ne peut rien faire, dit-il simplement à un collègue. À 10h05, les lignes téléphoniques d'urgence de la ville enregistrent déjà plus de 1200 signalements de dégâts matériels. Parkings inondés, ascenseurs hors service, restaurants fermés, boutiques de souvenirs évacuant leurs marchandises à la hâte. Mais derrière chaque statistique se cache la même réalité économique. Les commerces qui inondent aujourd'hui ont souvent déjà survécu à la pandémie. Beaucoup ont contracté des prêts pour rénover leurs locaux après les premières inondations de 2017 et 2018. Maintenant, certains comprennent qu'ils ne pourront peut-être pas survivre à une 3e reconstruction. À 11h40, alors que la marée commence lentement à redescendre, les pompes continuent de rugir sous les rues. Elles fonctionnent exactement comme les ingénieurs l'avaient prévu. Mais dans les maisons de Carmen, dans la cuisine de Manuel et dans des centaines d'appartements anonymes, les dégâts sont déjà faits. Et la question que les habitants commencent à se poser n'est plus « quand la prochaine inondation arrivera ?» La question est « combien de temps une ville peut-elle continuer à vivre ainsi ?» Une semaine après le 17 octobre. Les rues de Miami Beach sont redevenues sèches. Les stations de pompage ont quitté leur mode d'urgence. Les restaurants rouvrent. Les touristes reviennent sur Ocean Drive. Les façades pastel des hôtels Art déco sont nettoyées au jet haute pression. Mais si l'on regarde attentivement les murs, on distingue encore une ligne pâle. Une bande blanchâtre laissée par le sel de l'océan. Elle marque exactement jusqu'où la mer est montée ce mardi matin sans tempête. Les ingénieurs appellent cela un repère de crue. Et dans les bases de données scientifiques, ces repères racontent une histoire très précise. Les projections actuelles du NOAA indiquent que le niveau moyen de l'Atlantique sur la côte de Floride devrait encore monter de 20 à 30 cm d'ici 2040 dans le scénario intermédiaire. Dans les scénarios les plus pessimistes, la hausse pourrait atteindre 45 cm. Pour une ville construite sur un plateau calcaire presque au niveau de la mer, ces chiffres ne représentent pas simplement une montée de l'eau. Ils représentent un changement complet du fonctionnement hydraulique du sol. Car plus l'océan monte, plus la pression s'exerce dans l'aquifère de Biscayne. Et plus cette pression augmente, plus l'eau salée pousse vers la surface, à travers les pores du calcaire. Autrement dit, les inondations souterraines deviendront progressivement la nouvelle normalité.
Les modèles hydrogéologiques utilisés par plusieurs universités de Floride indiquent un seuil critique autour de l'année 2035. À partir de ce moment, les marées saisonnières pourraient produire régulièrement les mêmes conditions que celles observées lors des king tides actuelles. Cela signifie qu'un phénomène qui se produit aujourd'hui quelques jours par an pourrait devenir mensuel, puis hebdomadaire, puis permanent. Dans ces scénarios, les pompes ne disparaissent pas, elles continuent de fonctionner. Mais leur rôle change. Elles ne servent plus à empêcher l'eau d'entrer, elles servent uniquement à ralentir sa progression. Dans les réunions privées entre urbanistes, ingénieurs et économistes, un mot commence à apparaître de plus en plus souvent. Retrait. Managed retreat, disent les rapports techniques. Recul planifié. Cela signifie reconnaître que certaines zones côtières ne pourront pas être protégées indéfiniment. Cela signifie déplacer progressivement les infrastructures, les habitations, les réseaux. Mais cette option pose une question que peu de responsables politiques veulent affronter publiquement. Que devient une ville dont la valeur immobilière dépasse 40 milliards de dollars lorsque le sol lui-même devient inhabitable? Les premiers signes économiques apparaissent déjà. Depuis 2 ans, plusieurs compagnies d'assurance privées ont quitté le marché côtier de Floride. Les primes restantes ont triplé dans certains quartiers. Certaines banques commencent à exiger des analyses de risques climatiques avant d'accorder des prêts immobiliers. Dans les zones les plus inondées de Miami Beach, les ventes immobilières ont déjà ralenti. Car les acheteurs potentiels peuvent désormais voir les images, les voitures dans l'eau, les hôtels entourés de marées, les restaurants fermés au lever du jour. Et les scientifiques qui observent ces événements savent une chose avec certitude. La physique qui gouverne ces processus est extrêmement simple. La mer se dilate lorsqu'elle se réchauffe. Les glaciers fondent lorsqu'ils se réchauffent. L'eau suit toujours les chemins de moindre résistance, et le calcaire de Floride est l'un des chemins les plus perméables du continent. Aucune décision municipale ne peut modifier ces lois. Le 17 octobre, le système de pompage de Miami Beach n'a pas échoué. Il a fonctionné exactement comme prévu. Mais ce matin-là a révélé quelque chose de plus important. Il a montré que l'océan évolue plus vite que les infrastructures humaines. Sous les rues parfaitement sèches de Miami Beach, l'aquifère continue lentement de se charger en eau salée. Le calcaire continue de se dissoudre. Le sol continue de s'enfoncer de quelques millimètres chaque année. Rien de spectaculaire, rien de visible. Juste des chiffres qui changent dans des bases de données scientifiques. Et quelque part dans un laboratoire, un océanographe regarde ces chiffres et murmure une phrase que peu de villes côtières sont prêtes à entendre. La question n'est plus de savoir si l'eau reviendra. La question est de savoir combien de temps il reste avant qu'elle ne cesse de repartir.